Ce soir de Noël, j'ai entendu ma propre fille me traiter d'inutile devant toute la famille. Tout le monde a ri. Je me suis levée en silence. Ce que j'ai fait ensuite, elle ne l'oubliera jamais. Je m'appelle Noémie Charpentras. J'ai 60 ans. Et ce soir-là, assise à cette table décorée de bougies et de porcelaine fine, j'ai compris qu'un dîner de Noël pouvait briser une vie entière. Héloïse, ma fille unique, ma petite fille que j'avais portée dans mon ventre à 28 ans, venait de lever son verre de champagne et de prononcer ces mots avec un sourire léger, presque amusé. Ma belle-mère a tout construit toute seule. Elle est médecin, elle a 3 cabinets. Contrairement à ma mère, qui est une inutile. Le silence a duré 1 seconde, puis les rires ont éclaté. Son mari a souri. Mes petits cousins ont baissé les yeux. Ma sœur a regardé son assiette. Personne n'a dit un mot pour me défendre. J'ai posé ma serviette sur la table. Lentement. Mes mains tremblaient, mais je ne voulais pas qu'on le voie. Je me suis levée. « Excusez-moi », ai-je murmuré. Je suis sortie de cette maison, ma maison, celle que j'avais achetée avec mes propres économies il y a 20 ans, sans me retourner. Dehors, la neige tombait doucement sur Paris. Les guirlandes brillaient aux fenêtres des immeubles voisins. Les gens riaient, s'embrassaient sous les porches. Moi, je marchais dans le froid, les larmes gelées sur mes joues. Et dans ma tête, une seule question tournait en boucle. Comment en suis-je arrivée là? Comment cette petite fille que j'avais bercée toutes les nuits, pour qui j'avais renoncé à mes rêves, à mes voyages, à ma carrière, comment avait-elle pu me regarder dans les yeux et me traiter d'inutile? Je suis rentrée chez moi. Pas chez elle, chez moi. Dans mon appartement silencieux, j'ai retiré mes chaussures. J'ai allumé une petite lampe dans le salon. Et là, assise sur le canapé où j'avais passé tant de nuits blanches à bercer Héloïse quand elle était bébé, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. « Maître Roussel, c'est Noémie Charpentras. Je sais qu'on est le 24 décembre, mais j'ai besoin de vous. Demain matin. C'est urgent. » Sa voix était calme, professionnelle. « Que puis-je faire pour vous, Madame Charpentras ?» J'ai respiré profondément. Je veux établir un contrat de location pour la maison du 16e arrondissement, celle où vit ma fille, et je veux annuler le virement mensuel de 4 000 € que je lui verse depuis 2 ans. Immédiatement. Il y a eu un silence, puis il a dit simplement « Compris, je m'en occupe dès demain matin. » J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose en moi se réveiller. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la vengeance, c'était de la dignité. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir de Noël, il faut que je vous ramène en arrière. 32 ans en arrière. J'avais 28 ans quand Héloïse est née. C'était un matin de printemps, en avril 1993. Les cerisiers fleurissaient dans les jardins du Luxembourg. Paris sentait le lilas et le pain frais. Je travaillais comme assistante de direction dans une entreprise d'import-export. Mon salaire n'était pas énorme, mais il était stable. J'avais des projets. Je voulais voyager, ouvrir ma propre agence, peut-être même partir vivre à l'étranger quelques années. Et puis Héloïse est arrivée. Son père est parti 3 mois après sa naissance. Il a dit qu'il n'était pas prêt, qu'il avait besoin de se trouver. Je ne l'ai jamais revu. Alors je me suis retrouvée seule. Seule avec un bébé qui pleurait toutes les nuits, un loyer à payer, et des rêves qui se dissolvaient comme du sucre dans l'eau. Mais je n'ai jamais baissé les bras. J'ai travaillé, j'ai économisé, j'ai renoncé au restaurant, aux sorties, aux voyages. Pendant que mes amis partaient en Italie ou en Grèce, moi je restais à Paris, à compter chaque euro, à mettre de côté pour l'avenir d'Héloïse. Quand elle avait 5 ans, j'ai acheté mon premier appartement. Un petit 2 pièces dans le 11e arrondissement. Rien de luxueux, mais c'était à nous. Héloïse dormait dans la chambre, moi sur le canapé du salon. Je me souviens de ses petites mains qui me réveillaient le matin, de ses cheveux bouclés qui sentaient la lavande, de ses rires quand je la portais sur mes épaules dans les rues de Paris. Elle disait toujours « Maman, tu es la plus forte du monde ». Et moi, je la serrais contre moi en pensant que tout cela avait un sens, que chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque renoncement, tout cela construisait quelque chose de beau. J'ai continué à travailler, à économiser, à grimper les échelons. 15 ans plus tard, quand Héloïse avait 20 ans, j'ai réussi à acheter une maison dans le 16e arrondissement. Une vraie maison,
avec un jardin, 3 chambres, des moulures au plafond. C'était mon rêve, mon accomplissement. Je l'ai acheté pour nous, pour qu'Héloïse ait un endroit stable, un lieu où elle pourrait toujours revenir, où elle serait toujours chez elle. Elle venait de commencer ses études de commerce. Elle était brillante, ambitieuse, pleine de vie. Et moi, j'étais fière. Fière de ce que j'avais construit. Fière de la femme qu'elle devenait. Nous prenions le thé ensemble le dimanche après-midi, dans le salon qui donnait sur le jardin. Elle me racontait ses cours, ses projets, ses amis. Je l'écoutais en regardant les roses que j'avais plantées près de la terrasse. Et je me disais que tout cela en valait la peine. Que tous mes sacrifices avaient porté leurs fruits. Mais il y avait déjà, à cette époque, quelque chose que je n'avais pas vu. Un petit détail. Une fêlure à peine visible. Un jour, alors qu'elle avait 22 ans, elle est rentrée avec une amie de la faculté. Elle riait dans le jardin. J'ai apporté des citrons pressés. Et j'ai entendu son amie lui dire « Tu as tellement de chance, Héloïse. Ta mère t'a tout donné. » Héloïse a haussé les épaules. Elle n'avait pas grand-chose à faire d'autre de toute façon. Elle a dit ça en souriant, légèrement, comme si ce n'était rien. Moi, debout dans l'encadrement de la porte, un plateau entre les mains, je me suis figée. Mais je me suis dit que c'était l'âge, que les jeunes parlent sans réfléchir, que ça passerait. Alors j'ai souri, j'ai posé le plateau, et je n'ai rien dit. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les années ont passé. Héloïse a terminé ses études de commerce à 24 ans. Elle a trouvé un poste dans une agence de marketing digital. Rien d'extraordinaire au début, mais elle était motivée, intelligente. Je continuais à travailler. J'étais devenue directrice administrative dans mon entreprise. Mon salaire me permettait de vivre confortablement, et je continuais à mettre de l'argent de côté. Pour elle. Toujours pour elle. Héloïse vivait encore à la maison. Elle disait qu'elle économisait pour s'installer plus tard, quand elle serait vraiment stable. Je ne lui demandais pas de loyer. C'était ma fille. Ma maison était la sienne. Le dimanche, nous déjeunions ensemble. Je préparais son plat préféré, un poulet rôti aux herbes de Provence, et nous mangions dans le jardin quand il faisait beau. Mais quelque chose avait changé. Elle parlait de moins en moins de son travail, de plus en plus de ses collègues, de leurs voitures, de leurs vacances aux Maldives, de leurs appartements dans le Marais. Un soir, elle est rentrée avec des sacs de shopping, des marques que je reconnaissais. Sandro, Mage, Isabelle Marant. « Tu as eu une augmentation ?» ai-je demandé en souriant. Elle a haussé les épaules. « Non, mais tout le monde s'habille comme ça au bureau. Je ne peux pas arriver en Zara. » Je n'ai rien dit, mais dans ma tête, je calculais. Ces vêtements représentaient facilement 1 000 €, peut-être plus. Elle gagnait 2 000 € par mois. Quelques semaines plus tard, elle m'a demandé si je pouvais lui prêter 500 €, juste pour finir le mois. « Je te rembourse le mois prochain. » J'ai dit oui, évidemment. Le mois suivant, elle ne m'a pas remboursé, et je n'ai pas osé demander. Puis elle a rencontré Julien. C'était en 2021. Elle avait 28 ans, lui 32. Il travaillait dans la finance. Costume impeccable, montre suisse, voiture allemande. Il venait d'une famille aisée, du 16e arrondissement. Sa mère, Brigitte, était médecin. Elle possédait 3 cabinets de dermatologie à Paris. Héloïse était fascinée. Elle parlait de Brigitte comme d'une héroïne, de sa carrière, de ses propriétés, de ses voyages, de son élégance. « Tu sais, maman, Brigitte a tout construit elle-même. Elle n'a jamais eu besoin de personne. » Je souriais en l'écoutant. Mais chaque fois qu'elle disait ça, c'était comme une petite lame qui s'enfonçait dans ma poitrine. Parce que moi aussi, j'avais tout construit moi-même. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant. Ils se sont mariés en 2023. Une belle cérémonie dans un château de la Loire. J'ai payé la moitié des frais, 30 000 €. Brigitte a payé l'autre moitié en souriant, avec cette assurance tranquille des gens qui n'ont jamais compté. Après le mariage, Héloïse et Julien se sont installés dans ma maison. Juste temporairement, maman. Le temps qu'on trouve un appartement. Le marché est compliqué en ce moment. J'ai dit oui, encore une fois. Je suis retournée vivre dans mon petit appartement du 11e. Celui où Héloïse avait grandi, celui où je dormais sur le canapé quand elle était petite. Et je leur ai laissé la maison, gratuitement. C'est juste pour quelques mois, répétait-elle. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que ces quelques mois n'auraient jamais de fin. Un dimanche, je suis venue déjeuner chez eux. Chez moi, en fait. Mais je n'osais plus dire « chez moi ». Brigitte était là, élégante, parfumée,
un foulard Hermès noué autour du cou. Elle parlait de son nouveau cabinet, de ses investissements immobiliers. Héloïse l'écoutait avec des yeux brillants. Et moi, assise au bout de la table, je regardais les roses que j'avais plantées dans le jardin 10 ans plus tôt. Elles étaient toujours là, mais je me sentais étrangère dans ma propre maison. À la fin du déjeuner, alors que je m'apprêtais à partir, Héloïse m'a prise à part. « Maman, je sais que tu fais ce que tu peux. Mais tu comprends? Avec Julien, on a des projets. Et là, financièrement, c'est compliqué. Tu pourrais nous aider un peu ?» J'ai regardé ma fille. Cette femme de 30 ans, mariée, avec un salaire, vivant gratuitement dans une maison qui valait 700 000 €. Et j'ai dit « Combien ?» Elle a souri. « 4 000 € par mois. Juste pour 2 ou 3 ans. Le temps qu'on se stabilise. » Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un poids énorme sur la poitrine. 4 000 € par mois. 48 000 € par an. C'était presque la moitié de mon salaire. Mais c'était ma fille, ma petite Héloïse. Alors j'ai dit oui. Et pendant 2 ans, chaque mois, j'ai versé 4 000 € sur son compte. Pendant 2 ans, j'ai renoncé aux vacances, au restaurant, aux petits plaisirs. Pendant 2 ans, je me suis dit que c'était temporaire, que ça passerait, qu'elle finirait par comprendre. Mais ce soir de Noël, j'ai compris que je m'étais trompée. Les 2 années qui ont suivi le mariage d'Héloïse ont été les plus difficiles de ma vie. Pas à cause de l'argent lui-même. J'avais appris depuis longtemps à vivre avec peu, mais à cause du silence. Chaque mois, je transférais 4 000 € sur le compte d'Héloïse. Et chaque mois, je recevais un message bref. « Merci, maman. » Rien de plus. Pas de nouvelles, pas d'appels, pas de déjeuner du dimanche comme avant. Je vivais dans mon petit appartement du 11e arrondissement, celui où elle avait grandi. Les murs étaient restés les mêmes, avec cette tapisserie jaune pâle que je n'avais jamais eu le courage de changer. Le soir, je mangeais seule devant la télévision. Des soupes en sachet, des pâtes au beurre, des choses simples. Je travaillais toujours. J'avais 60 ans maintenant, mais je n'avais pas les moyens de prendre ma retraite. Pas avec ces 4 000 € qui partaient chaque mois. Parfois, je passais devant ma maison du 16e, juste pour la voir de loin. Les volets étaient toujours impeccables, le jardin bien entretenu. J'apercevais parfois Julien qui sortait en costume, sa mallette à la main. Mais je ne sonnais jamais. J'avais peur de déranger, peur qu'Héloïse me trouve envahissante. Alors je continuais ma route, les mains dans les poches, en me disant que c'était normal, que les enfants grandissent, qu'ils ont leur vie. Un jour, j'ai croisé une de mes anciennes collègues dans la rue. « Noémie, ça fait si longtemps, tu vas bien ?» J'ai souri. « Oui, très bien. Et ta fille, elle doit avoir quel âge maintenant ?»« 31 ans. Elle est mariée. »« Oh, comme c'est merveilleux. Et elle vit où ?» J'ai hésité. « Dans le 16e. »« Et toi, tu es toujours dans ton appartement du 11e ?» ?»« Oui. » Elle m'a regardé avec cette expression étrange, un mélange de pitié et de gêne. « Ah, je vois. » Elle ne m'a plus posé de questions. J'ai continué à travailler, à économiser ce qui me restait après le virement mensuel. 2 000 € pour vivre, pour tout. Le loyer, les courses, les factures, les transports. Je ne sortais plus. Je ne voyais plus personne. Ma vie s'était réduite à ça. Travailler, transférer l'argent, attendre. Attendre quoi? Je ne savais pas vraiment. Peut-être un appel, un message, une invitation à déjeuner. Quelque chose qui me dirait que j'existais encore pour elle. En novembre 2025, j'ai reçu un message d'Héloïse. « Maman, on organise le réveillon de Noël à la maison cette année. Toute la famille sera là. Tu viendras ?» Mon cœur s'est serré. Elle m'invitait, dans ma propre maison, comme si j'étais une invitée. Mais j'ai répondu « Avec plaisir, ma chérie. » J'ai acheté une robe neuve pour l'occasion. Rien de cher, mais quelque chose de joli, de digne. Je voulais être présentable. Je voulais qu'elle soit fière de moi. Le 24 décembre au soir, je suis arrivée avec un bouquet de roses blanches et une bouteille de champagne. J'ai sonné à la porte. Julien a ouvert. Costume sombre, sourire poli. « Bonsoir Noémie. » Entrez. À l'intérieur, la maison sentait le sapin et la cire de bougies. La table était dressée avec la porcelaine que j'avais achetée il y a 15 ans. Les verres en cristal que j'avais reçus en cadeau de ma mère. Tout était parfait. Héloïse est sortie de la cuisine, radieuse dans une robe noire. « Maman, tu es là !» Elle m'a embrassée rapidement, puis s'est retournée vers les invités. Il y avait Julien, bien sûr. Brigitte, sa mère, élégante comme toujours. Mon oncle Pierre et ma tante Sylvie.
Mes petits cousins, Thomas et Léa. Tout le monde était là. J'ai pris place au bout de la table. La place qu'on donne aux invités de courtoisie. Le dîner a commencé. On a parlé de tout et de rien. Des vacances, du travail, des projets. Brigitte racontait son dernier voyage en Toscane. Elle avait acheté une villa là-bas. Un petit investissement, disait-elle en souriant. Héloïse l'écoutait avec admiration. Moi, je mangeais en silence. Et puis, au milieu du repas, alors qu'on servait le champagne, Héloïse s'est levée. Elle a levé son verre. Je voudrais porter un toast à Brigitte, ma belle-mère, qui m'a tellement appris. Tout le monde a souri. Et puis elle a ajouté, avec ce petit rire léger qui me hante encore, « Ma belle-mère a tout construit toute seule. Elle est médecin, elle a 3 cabinets. Contrairement à ma mère, qui est une inutile. » Le silence a duré une seconde. Puis les rires ont éclaté. Julien a ri. Brigitte a souri derrière sa main. Mes cousins ont baissé les yeux, gênés. Ma tante a regardé son assiette. Personne n'a dit un mot. J'ai posé ma serviette, lentement. Mes mains tremblaient, mais je ne voulais pas qu'on le voie. Je me suis levée. « Excusez-moi », ai-je murmuré, et je suis sortie. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Je suis sortie de cette maison, ma maison, comme on sort d'un naufrage, les jambes tremblantes, le souffle court, le cœur serré dans un étau. Dehors, la neige tombait sur Paris. Les rues étaient désertes. Tout le monde était chez soi, au chaud, en famille. Moi, je marchais dans le froid, mes talons crissant sur le trottoir glacé. J'ai marché longtemps, sans destination, sans but. Je suis passée devant la boulangerie où j'achetais des croissants pour Héloïse quand elle était petite, devant l'école où je l'accompagnais tous les matins, sa petite main dans la mienne, devant le parc où nous nous asseyions sur un banc, où elle me racontait ses rêves en mangeant une glace à la fraise. Tous ces endroits étaient encore là, intacts. Témoin silencieux d'une époque où ma fille me regardait avec des yeux remplis d'amour. « Maman, tu es la plus forte du monde. » Quand avait-elle cessé de le penser? Je me suis arrêtée sous un réverbère. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Mes doigts étaient gelés. J'ai regardé mes messages. Le dernier qu'Héloïse m'avait envoyé datait de 3 semaines. « Merci maman. » 2 mots. Pour 4 000 €. J'ai remonté notre conversation. Des mois et des mois de « Merci maman ». Rien d'autre. Pas de « Comment vas-tu » Pas de « Tu me manques » Pas de « On pourrait déjeuner ensemble dimanche » Juste « Merci maman ». Comme on remercie un distributeur automatique, j'ai continué à faire défiler les messages. Plus haut, plus loin dans le temps. Février 2024, 1 an plus tôt. « Maman, Brigitte nous a invités à Megève pour le week-end. Elle a un chalet là-bas. C'est magnifique. Elle nous emmène skier. » J'avais répondu « C'est merveilleux, ma chérie. Profite bien. » Mars 2024. Maman, Brigitte nous a fait découvrir un restaurant incroyable. 2 étoiles Michelin. Elle connaît le chef personnellement. Comme c'est agréable. Mai 2024. Maman, Brigitte nous a offert un week-end à Venise pour notre anniversaire de mariage. Elle est tellement généreuse. Quelle belle attention. Juillet 2024. Maman, Brigitte dit qu'elle pourrait me recommander dans son réseau professionnel. Elle connaît tellement de gens influents. C'est formidable, ma chérie. À chaque fois, Brigitte, toujours Brigitte, la femme qui avait tout, la femme qui avait réussi, la femme qui n'avait besoin de personne. Et moi, qu'est-ce que j'étais devenue dans les yeux de ma fille? Une ombre, un porte-monnaie, une présence embarrassante qu'on garde à distance. J'ai remonté encore plus loin, septembre 2023, juste après le mariage. Maman, Brigitte dit que la maison du 16e est parfaite pour démarrer notre vie de couple. Elle trouve que tu as fait un très bel investissement. Un très bel investissement. Pas « Merci maman de nous laisser vivre dans ta maison gratuitement ». Pas « Tu es généreuse maman ?» Non, un investissement. Comme si cette maison n'était qu'un placement financier. Pas le fruit de 20 ans d'économie, de renoncement, de nuits blanches à calculer comment payer les traites. J'ai continué à chercher. Juin 2023, avant le mariage, un message vocal. Je l'avais écouté une fois, rapidement, en sortant du travail. Je ne me souvenais plus de ce qu'il disait. J'ai appuyé sur play. La voix d'Héloïse a résonné dans la nuit glacée. « Maman, je suis avec Brigitte et Julien. On parle de l'organisation du mariage. Brigitte propose de payer la moitié. Elle dit que c'est normal, que c'est comme ça dans les familles bien organisées. Tu pourras payer l'autre moitié, n'est-ce pas ?
30 000 euros, ça devrait aller pour toi. Rappelle-moi. Bisous. Ça devrait aller pour toi. 30 000 euros, l'équivalent de 10 mois de salaire après impôt. 10 mois de ma vie. Et elle disait ça comme on demande à quelqu'un de passer acheter du pain. Ça devrait aller pour toi. J'ai fermé les yeux. La neige tombait toujours. Mes cheveux étaient trempés. Mes pieds gelés dans mes chaussures. Mais je ne sentais rien. Tout ce que je sentais, c'était ce vide immense qui s'ouvrait dans ma poitrine. J'ai continué à chercher dans mes messages, comme si je cherchais une preuve, une trace, n'importe quoi qui me dirait que je m'étais trompée, que ma fille m'aimait encore. Avril 2023, 2 mois avant le mariage. Maman, Brigitte nous a offert nos alliances. Cartier, elle a tellement de goût. Janvier 2023. Maman, Brigitte dit que je devrais faire un MBA. Elle pourrait me recommander dans son réseau. Novembre 2022. Maman, j'ai rencontré la mère de Julien. Elle est incroyable. Médecin, 3 cabinets, tellement accomplie. Elle m'impressionne vraiment. Octobre 2022. Maman, Brigitte m'a invitée à déjeuner. Juste nous deux. Elle veut apprendre à me connaître. Elle est tellement classe. Classe. Impressionnante. Accomplie. Généreuse. Tous ces mots qu'Héloïse utilisait pour décrire Brigitte. Et moi, quels mots utilisait-elle pour me décrire? Je n'ai pas eu besoin de chercher longtemps. J'ai trouvé un message qu'elle avait envoyé à une amie. Un message qu'elle m'avait transféré par erreur 3 mois plus tôt, avant de le supprimer immédiatement. Je l'avais lu, une seule fois, et j'avais fait semblant de ne pas l'avoir vu. Mais il était là, dans mes messages supprimés. Je l'ai rouvert. Franchement, je ne comprends pas pourquoi ma mère n'a jamais rien fait de sa vie. Elle avait les mêmes opportunités que tout le monde. Regarde Brigitte, médecin, indépendante, respectée. Ma mère, elle, assistante administrative, elle s'est contentée du minimum. Et maintenant, elle me fait culpabiliser parce que je lui demande de l'aide, comme si c'était ma faute qu'elle n'ait pas fait mieux. J'ai relu ces mots. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle s'est contentée du minimum, comme si c'était ma faute qu'elle n'ait pas fait mieux. J'ai refermé mon téléphone. J'ai regardé le ciel noir, les flocons qui tombaient sans bruit. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas de petites larmes discrètes. Non. J'ai pleuré comme on pleure une mort. Comme on pleure quelqu'un qu'on a perdu et qu'on ne retrouvera jamais. Parce que la petite fille qui me serrait dans ses bras en disant « Maman, tu es la plus forte du monde » était morte. Et à sa place, il y avait une femme de 32 ans qui me trouvait inutile. Je suis rentrée chez moi. Dans mon petit appartement du 11e arrondissement. J'ai retiré mes chaussures trempées, ma robe mouillée. J'ai enfilé un peignoir. Je me suis assise sur le canapé. Le même canapé où je dormais quand Héloïse était bébé. Le même canapé où je la berçais toutes les nuits en chantant des berceuses. Et là, dans le silence de cette nuit de Noël, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que je m'étais trompée. Toutes ces années, je m'étais dit que mes sacrifices avaient un sens, que l'amour suffirait, que si je donnais assez, elle comprendrait. Mais l'amour ne suffit pas quand l'autre ne voit pas ce que vous avez donné, quand l'autre pense que vous n'avez rien fait d'autre parce que vous n'aviez rien d'autre à faire. J'ai regardé mon téléphone posé sur la table basse. Minuit moins 10. Dans 10 minutes, ce serait Noël. Et pour la première fois de ma vie, j'allais passer Noël seule. Non, pas seule. J'allais passer Noël avec moi-même, avec ma dignité, avec ce qu'il me restait de respect pour la femme que j'étais. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro. Une sonnerie, 2 sonneries. Allô? La voix était claire, professionnelle, malgré l'heure tardive. Maître Roussel? C'est Noémie Charpentras. Je sais qu'on est le 24 décembre et je suis désolée de vous déranger, mais j'ai besoin de vous. Demain matin, c'est urgent. Un silence. Que puis-je faire pour vous, Madame Charpentras? J'ai respiré profondément et j'ai dit les mots que je n'aurais jamais cru pouvoir prononcer un jour. Je veux établir un contrat de location pour la maison où vit ma fille, la maison du 16e arrondissement, et je veux annuler le virement mensuel de 4 000 € que je lui verse depuis 2 ans. Immédiatement. Dès demain matin. Un autre silence, plus long cette fois. Vous êtes sûre, Madame Charpentras? J'ai regardé mes mains. Ces mains qui avaient travaillé pendant 30 ans. Ces mains qui avaient bercé Héloïse. Ces mains qui avaient tout donné. Oui, je suis sûre. Très bien. Et, autre chose? J'ai fermé les yeux. Oui, je veux retirer le nom de ma fille de mon testament.
Le silence, cette fois, était absolu. Puis Maître Roussel a dit doucement. « Je comprends. Je m'occupe de tout dès demain matin, première heure. Les documents seront prêts avant midi. Merci. Madame Charpentras ? Oui ? Passez un bon Noël quand même. » J'ai souri. Un sourire triste, mais un sourire quand même. Je vais essayer. J'ai raccroché. Dehors, les cloches de l'église sonnaient minuit. C'était Noël. Et pour la première fois depuis 32 ans, je n'avais pas envoyé de message à ma fille pour lui souhaiter un joyeux Noël. Je me suis couché ce soir-là avec un poids en moins sur la poitrine. Ce n'était pas de la vengeance, ce n'était pas de la colère, c'était de la dignité. Et c'était suffisant. Je me suis réveillé le 25 décembre avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas de joie, pas de soulagement non plus. Juste une lucidité froide, comme si un voile s'était levé pendant la nuit. Il était 8 heures du matin. Le soleil d'hiver entrait par la fenêtre de mon petit appartement. Dehors, Paris était silencieux. Les rues vides. Tout le monde était encore au lit, endormi après le réveillon. Moi, j'étais réveillé. J'ai préparé un café. Un vrai café, avec la cafetière italienne que ma mère m'avait offerte il y a 30 ans. Celle que je n'utilisais presque plus parce que je manquais toujours de temps le matin. Mais ce matin, j'avais tout mon temps. Je me suis assise près de la fenêtre, avec ma tasse fumante. J'ai regardé les toits de Paris, les cheminées, les pigeons qui se posaient sur les rebords, et j'ai pensé à tout ce que j'avais fait. Pas seulement hier soir, mais depuis 32 ans. J'avais 28 ans quand Héloïse est née. J'étais jeune. J'avais des rêves. Je voulais voyager, créer ma propre entreprise, voir le monde. Et puis elle est arrivée, petite, fragile, avec ses yeux noirs qui me regardaient comme si j'étais tout son univers. Son père est parti. Et je suis restée. J'aurais pu la confier à ma mère. J'aurais pu partir quand même, poursuivre mes rêves. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi de rester. Pour elle. J'ai travaillé. J'ai gravi les échelons lentement, un à un. Pas parce que j'étais ambitieuse, pas parce que je voulais réussir, mais parce qu'il fallait payer le loyer, parce qu'il fallait acheter des chaussures pour l'école, parce qu'il fallait mettre de l'argent de côté pour son avenir. Pendant que mes collègues sortaient boire des verres après le travail, moi, je rentrais directement à la maison, pour préparer le dîner, pour l'aider à faire ses devoirs, pour l'aborder. Pendant que mes amis partaient en week-end à Rome ou à Barcelone, moi je restais à Paris, parce que je n'avais pas les moyens, parce que chaque euro comptait. J'ai acheté mon premier appartement à 33 ans, un petit 2 pièces dans le 11e, rien de luxueux, juste un endroit où Héloïse pourrait avoir sa propre chambre. Elle dormait dans le lit, moi sur le canapé du salon. Pendant 7 ans, j'ai dormi sur ce canapé. Et je ne me suis jamais plainte, pas une seule fois, parce que je voyais son sourire le matin, parce qu'elle courait vers moi en rentrant de l'école, parce qu'elle me serrait dans ses bras en disant « Je t'aime, maman ». À 40 ans, j'ai eu une promotion, directrice administrative. Mon salaire a augmenté, pas énormément, mais suffisamment pour commencer à économiser sérieusement. J'ai mis de côté pendant 8 ans, chaque mois, sans faillir. 8 ans à renoncer au restaurant, aux vacances, aux petits plaisirs. Et à 48 ans, j'ai acheté la maison du 16e arrondissement. 700 000 €. C'était mon rêve, mon accomplissement, le fruit de 20 ans d'efforts. Quand j'ai signé chez le notaire, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de fierté, parce que j'avais réussi, toute seule, sans l'aide de personne. Héloïse avait 20 ans à ce moment-là. Elle était à la faculté. Elle étudiait le commerce. Je lui ai dit ce jour-là, « Cette maison, ma chérie, c'est pour nous, pour toi. Tu auras toujours un endroit où revenir. Toujours. » Elle m'avait embrassée. « Merci, maman. » 2 mots, les mêmes qu'aujourd'hui. Mais à l'époque, je pensais qu'il voulait me dire quelque chose. J'ai continué à travailler, à économiser, à construire. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est mère. On construit. Pour ses enfants, pour leur avenir. Et puis elle a rencontré Julien. Je me souviens du jour où elle me l'a présenté. C'était en juillet 2021. Nous étions dans un café près de l'Opéra. Il était beau, bien habillé, poli. Il travaillait dans la finance. « Maman, je te présente Julien. » Nous avons discuté. Il m'a parlé de son travail, de sa famille. Il semblait gentil, attentionné avec Héloïse. Je me suis dit que c'était bien, qu'elle avait trouvé quelqu'un de stable, de fiable. Quelques semaines plus tard, Héloïse m'a parlé de Brigitte. La mère de Julien est médecin. Elle a 3 cabinets de dermatologie. Elle est incroyable, maman.
tellement accompli. J'ai souri. C'est merveilleux. Mais déjà, dans cette phrase, il y avait quelque chose, tellement accompli, comme si moi, je ne l'étais pas. Les mois ont passé, et les comparaisons ont commencé. Discrètes au début, presque innocentes. Brigitte nous a invités dans son chalet à Medjev. Brigitte connaît le chef d'un restaurant 2 étoiles. Brigitte a un réseau professionnel incroyable. À chaque fois, Brigitte. Et à chaque fois, je sentais que dans l'esprit d'Héloïse, je rétrécissais. Je devenais moins importante, moins intéressante, moins suffisante. Ils se sont mariés en 2023. Héloïse avait 30 ans. 30 000 €. La moitié du coût du mariage. J'ai payé sans hésiter. C'était ma fille, son grand jour. Brigitte a payé l'autre moitié avec cette aisance naturelle des gens qui n'ont jamais eu à compter. Au mariage, j'étais assise au fond de la salle, pas à la table d'honneur, pas près de ma fille. Brigitte, elle, était à côté d'Héloïse. Elles riaient ensemble, elles trinquaient, elles se photographiaient. Moi, je les regardais de loin, et je me suis dit que c'était normal, que la mère du marié avait aussi sa place, que je devais être heureuse pour ma fille. Mais au fond de moi, quelque chose se brisait. Après le mariage, Héloïse et Julien se sont installés dans ma maison. Juste temporairement, maman. Je suis retournée vivre dans mon appartement du 11e. Celui où j'avais dormi sur le canapé pendant 7 ans. Et j'ai continué à payer, pour tout, les 4 000 € par mois, la taxe foncière de la maison, les charges, l'assurance, pendant 2 ans. 2 ans où je me suis privée de tout. 2 ans où je n'ai pas pris de vacances, où je n'ai pas acheté de vêtements neufs, où je mangeais des pâtes et des soupes en sachet pour économiser, pendant que ma fille vivait dans ma maison de 700 000 €, gratuitement, pendant qu'elle recevait 4 000 € par mois, sans contrepartie, pendant qu'elle partait skier à Medjev avec Brigitte, qu'elle dînait dans des restaurants étoilés, qu'elle voyageait à Venise, et moi, qu'est-ce que je recevais? Merci maman. 2 mots par mois, 2 mots pour 4 000 €, pour une maison gratuite, pour 32 ans de sacrifice. Mon téléphone a sonné. 9 heures du matin. Maître Roussel. Madame Charpentras? Bonjour. Je vous appelle pour vous confirmer que tous les documents sont prêts. Le contrat de location pour la maison du 16e arrondissement, l'annulation des virements mensuels et la modification testamentaire. Déjà? Ai-je murmuré. J'ai travaillé ce matin. C'était important. Voulez-vous que je les dépose chez vous ou préférez-vous que je les remette directement à votre fille? J'ai réfléchi. Remettez-les directement à Héloïse, à 10 heures. Très bien. Et pour l'annulation des virements? Contactez la banque immédiatement. Je veux que le virement prévu pour le 1er janvier soit annulé. C'est noté. Madame Charpentras? Oui? Vous avez pris la bonne décision. J'ai fermé les yeux. Merci. J'ai raccroché. 10 heures. Dans 1 heure, Maître Roussel sonnerait à la porte de ma maison, celle où vivait Héloïse. Il lui remettrait le contrat de location. 1 800 € par mois. Le tarif du marché pour une maison de cette taille, dans le 16e. Il lui expliquerait que les virements mensuels de 4 000 € étaient annulés, et il lui dirait qu'elle n'était plus sur mon testament. J'ai imaginé son visage, sa surprise, sa colère peut-être, mais je n'ai ressenti aucune joie, aucune satisfaction. Juste une tristesse immense, parce que j'aurais tellement voulu que les choses soient différentes. J'aurais tellement voulu qu'elle me voie, qu'elle comprenne, qu'elle me dise un jour « Merci maman, merci pour tout ce que tu as fait. Je sais que ce n'était pas facile, je sais que tu as tout donné. » Mais elle ne l'a jamais dit. Et maintenant, il était trop tard. Mon téléphone a vibré. Un message d'Héloïse. « Joyeux Noël maman. » 3 mots cette fois. J'ai regardé ce message pendant longtemps. 3 mots. Envoyé par automatisme, par politesse, parce que c'est ce qu'on fait le jour de Noël. Pas par amour, pas par reconnaissance, juste par habitude. J'ai tapé une réponse. Joyeux Noël, Héloïse. Rien de plus, parce que tout le reste avait été dit hier soir, quand elle m'avait appelé inutile devant toute la famille, quand personne n'avait pris ma défense, quand j'avais compris que je n'étais plus qu'une ombre dans sa vie. J'ai posé mon téléphone, j'ai fini mon café en regardant Paris s'éveiller doucement, et j'ai attendu. 10 heures approchaient. Dans quelques minutes, tout allait changer. Pas pour moi, pour elle. Parce que parfois, c'est dans la perte qu'on comprend la valeur de ce qu'on avait. Et parfois, c'est trop tard. J'ai repensé à toutes ces années, à tous ces sacrifices, et j'ai compris quelque chose d'important.
Je n'avais pas échoué en tant que mère. J'avais tout donné. J'avais fait de mon mieux. J'avais aimé de toutes mes forces. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à voir ce qu'il ne veut pas voir. On ne peut pas forcer quelqu'un à être reconnaissant. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer comme vous l'aimez. Tout ce qu'on peut faire, c'est se respecter soi-même. Et c'est exactement ce que j'étais en train de faire. 10 heures. À cet instant précis, Maître Roussel sonnait à la porte de ma maison. Héloïse ouvrait. Surprise, intriguée. « Madame Héloïse Moreau, je suis Maître Roussel, l'avocat de votre mère. J'ai des documents à vous remettre. » Je ne pouvais pas la voir, mais je l'imaginais. Son visage, ses yeux qui s'écarquillaient. « Des documents? Quel genre de documents? » Un contrat de location pour cette propriété et une notification concernant l'annulation des virements mensuels ainsi qu'une modification testamentaire. Silence. Quoi? Votre mère souhaite formaliser votre occupation de cette maison. Le loyer sera de 1 800 € par mois, payable le 1er de chaque mois. Premier versement, le 1er février 2026. De plus, les virements de 4 000 € sont annulés avec effet immédiat. Et enfin, votre nom a été retiré du testament de Madame Charpentras. J'imaginais le silence, la stupéfaction, l'incompréhension. Mais pourquoi? Je ne peux pas répondre à cette question, madame. Je ne suis que le messager. Les documents sont là. Vous avez 30 jours pour signer le contrat de location ou libérer les lieux. Bonne journée. Mon téléphone a sonné. 10h05. Héloïse. J'ai regardé l'écran. Son nom clignotait. J'ai laissé sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis le silence. Un message est arrivé. Maman, rappelle-moi, c'est urgent. Puis un autre. Maman, qu'est-ce qui se passe? Puis un autre. Un avocat vient de me remettre des papiers, je ne comprends rien. Puis un autre. Maman, réponds. J'ai posé mon téléphone face contre la table. Et je suis allée prendre une douche. Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis 32 ans, j'allais penser à moi. Pas à elle. À moi. Je suis sortie de la douche avec une sensation étrange. Pas de soulagement. Pas de joie. Juste une paix froide. Comme si quelque chose en moi s'était finalement mis en place après des années de déséquilibre. Mon téléphone vibrait toujours sur la table. Message après message. Appel après appel. Je l'ai ignoré. J'ai enfilé des vêtements confortables. Un pantalon en laine, un pull gris. Rien d'élégant. Juste des vêtements pour être chez soi, avec soi-même. J'ai préparé un autre café. J'ai sorti un livre que je n'avais pas ouvert depuis des mois. Un roman de Modiano que ma sœur m'avait offert pour mon anniversaire. Je me suis installée près de la fenêtre. Et j'ai lu. Dehors, Paris vivait son jour de Noël. Les familles se promenaient dans les rues. Les enfants couraient avec leurs nouveaux jouets. Les vitrines brillaient de 1000 feux. Moi, j'étais chez moi. Dans mon petit appartement. Seul. Mais pas vide. Mon téléphone a sonné encore. 11 heures. Héloïse. J'ai décroché cette fois. Pas par faiblesse, mais parce qu'il fallait que ce soit dit. Une fois. Clairement. Allô? Sa voix était paniquée, tremblante. Maman? Enfin? Pourquoi tu ne répondais pas? Qu'est-ce qui se passe? Un avocat vient de débarquer ici avec des papiers disant que je dois payer un loyer pour cette maison, et que tu annules les virements, et que je ne suis plus sur ton testament. C'est une blague? C'est quoi ce délire? J'ai respiré calmement. Ce n'est pas une blague, Héloïse. Silence. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Cette question aurait pu me faire rire si elle n'était pas si tragique. Tu ne sais vraiment pas? Ai-je demandé doucement. Non, je ne comprends rien. Maman, qu'est-ce qui te prend? Tu es en colère à cause d'hier soir? C'était juste une blague. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Une blague. Voilà comment elle appelait ça. Une blague, ai-je répété lentement. Appeler ta mère une inutile devant toute la famille, c'était une blague? Mais, maman, je ne voulais pas te blesser. C'était juste. Tu sais comment je suis quand je bois un peu de champagne. Je dis n'importe quoi. Tout le monde le sait. Tout le monde a ri, Héloïse. Personne ne m'a défendu. Pas même toi. Mais c'est parce que personne n'a pensé que tu le prendrais mal. C'était juste une phrase comme ça. Juste une phrase. Comme si les mots ne comptaient pas. Comme si on pouvait dire n'importe quoi sans conséquence. Héloïse, ai-je dit calmement. Est-ce que tu sais combien je t'ai versé ces 2 dernières années? Quoi? Oui, 4 000 € par mois, mais 4 000 € par mois pendant 24 mois. Cela fait 96 000 €. Presque 100 000 €. Silence.
Et pendant ces 2 années, est-ce que tu sais combien de fois tu m'as invité à dîner? Combien de fois tu m'as appelé juste pour prendre de mes nouvelles? Combien de fois tu m'as dit merci autrement que par message? Maman, 0, Héloïse, 0 fois. Mais j'étais occupée, avec le travail, le mariage, l'installation. Tu n'étais pas trop occupée pour aller skier à Megève avec Brigitte? Tu n'étais pas trop occupée pour dîner dans des restaurants étoilés? Tu n'étais pas trop occupée pour partir à Venise? Elle ne répondait plus. Tu sais ce que j'ai fait pendant ces 2 années, moi? Ai-je continué, ma voix toujours calme mais ferme. Je me suis privée de tout. J'ai mangé des pâtes et des soupes. Je n'ai pas pris de vacances. Je n'ai rien acheté pour moi. Parce que chaque euro comptait. Parce que je te versais 4 000 € par mois. Maman, je ne savais pas. Si, tu savais. Tu as toujours su. Un sanglot étouffé au bout du fil. Maman, s'il te plaît, je suis désolée, je ne voulais pas. Je vais faire attention maintenant, je te le promets. Ne fais pas ça. S'il te plaît. Faire attention à quoi, Héloïse? À ne plus m'appeler inutile devant tout le monde? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Tu es désolée parce que je t'ai coupé les vivres, pas parce que tu m'as blessée. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et tu le sais. Silence. Puis sa voix, plus dure cette fois. Donc tu fais quoi maintenant? Tu me punis? C'est ça? Tu joues à la mère blessée? Quelque chose s'est refermé dans ma poitrine. Je ne te punis pas, Héloïse. Je me respecte. Nuance. Mais cette maison, c'est ma maison. Tu me l'avais donnée? Non, je t'avais dit que tu aurais toujours un endroit où revenir. Pas que je te donnais la maison. Cette maison est à moi. Je l'ai achetée avec mes économies, avec 20 ans de sacrifice. Et maintenant, si tu veux y vivre, tu payeras un loyer, comme tout le monde. Un loyer? 1 800 €? Comment veux-tu qu'on paye ça en plus du reste? Julien travaille dans la finance. Toi, tu as un salaire. Vous pouvez payer. Mais on a des projets, on veut acheter notre propre appartement. Comment on va faire si on doit payer un loyer? Comme j'ai fait, moi, en travaillant, en économisant, en renonçant à certaines choses. C'est facile à dire pour toi. Toi, tu n'avais pas de belle-mère qui... Elle s'est arrêtée net. Trop tard. Qui quoi, Héloïse? Qui a réussi? Qui a construit une carrière? Qui t'impressionne? Silence. Tu sais ce qui est drôle? Ai-je repris. Brigitte a effectivement tout construit toute seule. Mais moi aussi. La différence, c'est que Brigitte est médecin et que moi, j'étais assistante administrative. Mais nous avons toutes les deux travaillé. Nous avons toutes les deux sacrifié. Nous avons toutes les deux construit nos vies, pierre par pierre. Maman. Sauf que Brigitte, elle, n'a jamais eu à dormir sur un canapé pendant 7 ans parce qu'elle donnait sa chambre à sa fille. Brigitte n'a jamais eu à renoncer à ses rêves pour élever un enfant seul. Brigitte n'a jamais eu à compter chaque euro pendant 30 ans. Ma voix tremblait maintenant. Pas de colère, de tristesse. Mais apparemment, tout ça ne compte pas. Parce que je ne suis qu'une assistante administrative, parce que je n'ai pas 3 cabinets médicaux, parce que je ne suis qu'une... Comment as-tu dit déjà? Une inutile. Maman, arrête. Non, Héloïse. C'est toi qui vas arrêter. Arrêter de me prendre pour acquise. Arrêter de penser que je te dois quelque chose. Arrêter de me comparer à Brigitte. Elle pleurait maintenant. Je l'entendais. Et une partie de moi, cette partie maternelle qui avait bercé cette petite fille pendant 32 ans, voulait la consoler. Voulait dire « Ce n'est rien, ma chérie, on va arranger ça. » Mais je ne pouvais plus. Tu as 30 jours pour signer le contrat de location ou libérer la maison. Ai-je dit calmement. C'est à toi de décider. Et les 4 000 €, c'est terminé. Mais comment je vais faire? Comme toutes les femmes de ton âge. Tu travailles, tu économises. Tu te débrouilles. Maman, s'il te plaît. Héloïse, j'ai 60 ans. J'ai travaillé toute ma vie. Je me suis sacrifiée toute ma vie. Et maintenant, il est temps que je vive pour moi. Donc tu m'abandonnes, c'est ça? Ce mot m'a frappé comme une gifle. Abandonner. Moi qui n'avais jamais abandonné personne. Moi qui avais tout donné. Je ne t'abandonne pas. Je te laisse voler de tes propres ailes. Comme tu aurais dû le faire depuis longtemps. Tu es injuste? Non, Héloïse. Je suis enfin juste. Avec moi-même. J'ai entendu Julien en arrière-plan. Sa voix inquiète. Héloïse? Qu'est-ce qui se passe? Puis sa voix à elle, étouffée. Probablement parce qu'elle avait mis sa main sur le téléphone. Ma mère, elle, je n'ai pas attendu la suite. Au revoir, Héloïse.
Maman, attends. J'ai raccroché. Mon téléphone a immédiatement vibré. Encore un appel. Je l'ai éteint. Complètement. Je me suis levée. Je suis allée à la fenêtre. Dehors, une mère promenait son bébé dans une poussette. Le petit agitait ses mains potelées vers les guirlandes lumineuses. J'ai repensé à Héloïse bébé, à ses petites mains qui attrapaient mes doigts, à ses rires quand je la faisais sauter sur mes genoux. Où était passée cette petite fille? Quand avait-elle disparu pour laisser place à cette femme qui me trouvait inutile? Je ne savais pas. Peut-être qu'elle n'avait jamais existé vraiment. Peut-être que c'était moi qui avais projeté sur elle un amour qu'elle n'avait jamais ressenti de la même façon. Peut-être que l'amour maternel n'est pas toujours réciproque, et peut-être que c'était correct, que c'était la vie. Mais cela ne voulait pas dire que je devais continuer à me sacrifier pour quelqu'un qui ne me voyait pas. L'après-midi a passé lentement. J'ai lu. J'ai préparé un déjeuner simple. Une salade, du pain, du fromage. J'ai mangé tranquillement, sans télévision, sans bruit. Juste le silence de mon appartement. Le silence de ma vie. Et étrangement, ce silence ne m'effrayait plus. À 16 heures, on a sonné à ma porte. Je me suis figée. Héloïse? J'ai regardé par l'œilleton. C'était elle, les yeux rouges, le mascara qui avait coulé, les cheveux défaits. Elle a sonné encore, puis frappé. « Maman, je sais que tu es là. Ouvre, s'il te plaît. » J'ai posé ma main sur la porte. De l'autre côté, ma fille, ma petite fille. Mais je n'ai pas ouvert. « Maman, s'il te plaît, on doit parler. » Sa voix était brisée, désespérée. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. S'il te plaît, ouvre. » J'ai fermé les yeux, et je suis retournée m'asseoir dans le salon. Les coups ont continué, pendant 5 minutes, 10 minutes, puis ils se sont arrêtés. J'ai entendu sa voix, plus faible, comme si elle parlait à travers la porte. « Maman, je t'aime. Je sais que j'ai été horrible. Je sais que je ne t'ai pas traité comme tu le méritais. Mais s'il te plaît, ne me fais pas ça. J'aurais pu ouvrir, j'aurais pu la prendre dans mes bras, j'aurais pu tout pardonner. Mais si je le faisais, rien ne changerait. Elle dirait qu'elle était désolée. Pendant quelques semaines, elle ferait des efforts. Elle m'appellerait. Elle m'inviterait à dîner. Et puis, lentement, tout redeviendrait comme avant. Parce que les gens ne changent pas vraiment. Pas profondément. Pas à moins d'y être obligés. Alors je suis restée assise, immobile. Et j'ai écouté ses pas s'éloigner dans le couloir. La porte de l'immeuble s'est refermée. Silence. Je me suis approchée de la fenêtre. Je l'ai vue sortir. Elle marchait lentement, la tête baissée, les épaules voûtées. Elle est montée dans sa voiture. Une belle voiture. Une BMW que Julien avait achetée l'année dernière. Elle est restée assise là, immobile, pendant longtemps. Puis elle a démarré. Et elle est partie. Je suis restée à la fenêtre longtemps après que sa voiture ait disparu. Le soleil commençait à se coucher sur Paris. Le ciel prenait des teintes orangées et roses. C'était beau. Et j'ai réalisé que je n'avais pas pris le temps de regarder un coucher de soleil depuis des années. J'étais toujours trop occupée, trop préoccupée, trop inquiète pour l'avenir, pour l'argent, pour Héloïse. Mais maintenant, j'avais le temps de respirer, le temps de vivre, le temps d'être moi. Ce soir-là, je me suis couchée tôt, pas par tristesse, par épuisement émotionnel. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie sans ce poids sur la poitrine, sans cette inquiétude permanente, sans cette peur de ne pas en faire assez. Parce que maintenant, j'en avais fait assez. J'avais tout donné, pendant 32 ans. Et maintenant, c'était terminé. Les jours qui ont suivi Noël ont été étranges. Pas tristes, pas joyeux non plus. Juste différents. Pour la première fois depuis des années, je me réveillais sans ce nœud dans l'estomac, sans cette liste mentale de choses à faire pour Héloïse, à payer pour Héloïse, à organiser pour Héloïse. Je me réveillais pour moi. Le 26 décembre, j'ai rallumé mon téléphone. 43 messages, 27 appels manqués, tous d'Héloïse. Je les ai parcourus rapidement. « Maman, s'il te plaît, réponds. On peut pas parler? Je suis désolée, maman. Rappelle-moi. Maman, c'est important. La banque a appelé, ils disent que le virement de janvier est annulé. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Julien est furieux. S'il te plaît, ne fais pas ça. Maman, réponds. » Les messages devenaient de plus en plus désespérés au fil des heures. Le dernier, envoyé à 3 heures du matin le 26 décembre, disait simplement « Je ne te reconnais plus. » J'ai posé mon téléphone. Elle ne me reconnaissait plus. Comme si j'avais changé,
comme si j'étais devenue quelqu'un d'autre. Mais non, j'étais la même personne. J'avais toujours été là, disponible, aimante, généreuse. C'était elle qui ne m'avait jamais vraiment vue. J'ai décidé de ne pas répondre. Pas encore, parce que les mots ne servaient à rien maintenant. Tout avait été dit. Maintenant, il fallait laisser le temps faire son œuvre. Les jours ont passé. Fin décembre, début janvier. Je suis retournée travailler le 2 janvier 2026. Mon entreprise reprenait après les fêtes. Mes collègues m'ont accueilli avec leurs sourires habituels. Bonne fête, Noémie. Bon réveillon? Tu as passé Noël en famille? J'ai souri. Oui, c'était instructif. Ils ont ri, pensant que je plaisantais. Je ne les ai pas détrompés. À la pause café, ma collègue Christine s'est assise à côté de moi. Ça va? Tu as l'air différente. Différente comment? Je ne sais pas. Plus légère, plus présente. J'ai souri. Peut-être que je le suis. Elle m'a regardé avec curiosité mais n'a pas insisté. Le 5 janvier, j'ai reçu un appel de Maître Roussel. Madame Charpentras, je voulais vous informer que votre fille n'a toujours pas signé le contrat de location. Je sais. Elle a jusqu'au 24 janvier. Après cette date, si elle n'a pas signé, nous procéderons à une mise en demeure formelle. Très bien. Êtes-vous certaine de vouloir continuer dans cette voie? J'ai réfléchi. Oui, je suis certaine. Entendu, je vous tiens informé. Le soir même, Héloïse a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Allô? Sa voix était différente. Plus froide, plus dure. Maman. Enfin. Bonsoir, Héloïse. Ne fais pas comme si tout était normal. Tu sais très bien ce qui se passe. La banque a confirmé l'annulation des virements. Julien a reçu le contrat de location. Tu es sérieuse? Tu vas vraiment jusqu'au bout? Oui. Silence. Tu sais ce que ça veut dire pour nous? On avait prévu d'acheter un appartement cette année. On avait des projets. Et maintenant, on va devoir payer 1 800 € de loyer en plus de tout le reste. Comment tu veux qu'on économise? Vous trouverez une solution. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Héloïse? Que je suis désolée? Je ne le suis pas. Tu ne regrettes même pas? Regretter quoi? De me respecter, enfin? De nous abandonner. Ce mot encore. Je ne vous abandonne pas. Je vous laisse vivre votre vie. Comme des adultes. On est des adultes. Alors comportez-vous comme tels. Payez votre loyer. Gérez votre budget. Comme tout le monde. Mais cette maison, c'était censé être pour moi un jour. Rien n'est censé être pour toi, Héloïse. Rien ne t'est dû. C'est dégueulasse. Non, c'est la vie. Elle a raccroché. Je suis restée assise avec mon téléphone à la main, regardant l'écran noir. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas pleuré. Je n'avais pas tremblé. Je n'avais pas eu envie de revenir en arrière. J'étais en paix avec ma décision. Les jours ont continué à défiler. Janvier s'installait. Froid, gris, pluvieux. Mais moi, je me sentais étrangement bien. J'ai commencé à faire des choses que je n'avais pas faites depuis des années. Le 8 janvier, je suis allée au cinéma. Seule. Voir un film français que je voulais voir depuis des mois. Le 10 janvier, je me suis inscrite à un cours de yoga dans mon quartier. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. Ou l'argent. Le 12 janvier, j'ai acheté un livre dans une librairie du Marais. Pas un livre pratique. Pas un livre pour améliorer ma vie. Juste un roman. Pour le plaisir. Le 15 janvier, je suis allée déjeuner avec Christine, ma collègue. Nous avons mangé dans un petit restaurant près du bureau. Rien d'extraordinaire. Juste un déjeuner entre collègues. Mais pour moi, c'était immense. Parce que depuis des années, je refusais ces invitations. Pour économiser. Pour mettre de l'argent de côté pour Héloïse. Tu as vraiment l'air différente, m'a dit Christine en sirotant son café. Plus détendue. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai hésité. Puis j'ai décidé de dire la vérité. Ou du moins, une partie. J'ai arrêté de me sacrifier pour quelqu'un qui ne le voyait pas. Elle m'a regardé avec des yeux ronds. Ta fille? J'ai hoché la tête. Je ne savais pas que... Enfin, je savais que tu l'aidais financièrement. Mais 4 000 € par mois. Pendant 2 ans. Plus une maison gratuite. 4 000 €? Noémie? Je sais. Et elle ne te remerciait pas? Si, par message. Christine a secoué la tête, incrédule. Et tu as arrêté? Oui. Comment elle a réagi? Mal. Elle va revenir, quand elle aura compris. Peut-être, peut-être pas. Et toi? Ça va? J'ai réfléchi. Oui, étrangement, oui. Christine a posé sa main sur la mienne.
Tu as fait ce qu'il fallait. » Ces mots simples m'ont réchauffé le cœur. Le 18 janvier, j'ai reçu un message de ma sœur, Sylvie. Elle était présente au dîner de Noël. Elle avait tout entendu. « Noémie, je voulais te dire que j'aurais dû te défendre ce soir-là. Je suis désolée. Ce qu'Héloïse a dit était horrible et j'aurais dû parler. » J'ai répondu « Merci Sylvie, c'est gentil de me le dire. Comment tu vas ? » « Bien, vraiment bien. » Héloïse m'a appelée. Elle pleure. Elle dit que tu l'as abandonnée. Je ne l'ai pas abandonnée. Je lui ai juste retiré mes ailes. Elle dit qu'elle ne peut pas payer le loyer que tu demandes. Elle peut. Elle choisit de ne pas le faire. Elle dit que Julien est furieux, qu'il ne comprend pas pourquoi tu fais ça. Julien n'a pas à comprendre. Ce n'est pas son problème. Tu es dur. Non, je suis juste. Ma sœur n'a pas répondu tout de suite. Puis, tu as raison. J'aurais fait pareil à ta place. Ces mots m'ont surprise et réconfortée. Le 20 janvier, 4 jours avant la date limite pour signer le contrat, j'ai reçu un appel de Julien. C'était la première fois qu'il m'appelait directement. « Noémie ? C'est Julien. Bonsoir, Julien. Je voulais vous parler de la situation. Je t'écoute. Écoutez, je comprends que vous soyez blessé par ce qu'Héloïse a dit. Mais ne pensez-vous pas que votre réaction est excessive ? Excessive ? Oui. Je veux dire, annuler les virements, demander un loyer, retirer Héloïse de votre testament, c'est beaucoup pour une phrase malheureuse. Une phrase malheureuse. Voilà comment il voyait ça. Julien, as-tu une idée de ce que j'ai donné à Héloïse ces 2 dernières années ? Oui, 4 000 € par mois, mais quoi ? Ce n'est pas de l'argent réel. Ce n'est pas un sacrifice. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais enfin, vous êtes sa mère. C'est normal d'aider ses enfants. C'est normal d'aider. Pas de tout donner sans jamais rien recevoir en retour. Vous receviez sa reconnaissance. Non, Julien. Je recevais un message par mois. Merci maman. 2 mots. Pour 4 000 €. Il ne répondait plus. Est-ce que toi, tu remercies ta mère tous les jours ? Est-ce que tu l'invites régulièrement ? Est-ce que tu prends de ses nouvelles ? Oui. Alors tu comprends la différence. Silence. Écoutez, Noémie, soyons pragmatiques. Nous ne pouvons pas payer 1 800 € de loyer en plus de tout le reste. Si vous maintenez cette exigence, nous devrons partir. Trouvez un appartement ailleurs. Et vous perdrez votre maison. Personne ne gagnera. Si je perds ma maison, au moins je la perdrai en gardant ma dignité. Donc, vous préférez perdre votre fille plutôt que de pardonner ? Je ne perds pas ma fille. C'est elle qui a décidé de me perdre le jour où elle m'a appelé inutile. Oh, bon sang, Noémie, elle s'est excusée. Que voulez-vous de plus ? Que voulez-vous, Julien ? Que je continue à payer pour que vous puissiez vivre confortablement ? Que je continue à me sacrifier pendant que vous skiez à Megève et dînez dans des restaurants étoilés ? C'est ma mère qui nous invite. Exactement. Ta mère, pas la mienne. Parce que ta mère, elle, a gardé assez d'argent pour profiter de la vie. Moi, je me suis vidée pour ma fille. Et regarde où ça m'a menée. Il n'a rien répondu. Julien, vous avez jusqu'au 24 janvier. Signez le contrat ou partez. À vous de choisir. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient un peu. Pas de peur, d'adrénaline. Parce que pour la première fois, j'avais dit non. Clairement, fermement. Et ça faisait du bien. Le 22 janvier, 2 jours avant la date limite, Héloïse est revenue chez moi. J'ai vu sa voiture se garer devant l'immeuble depuis ma fenêtre. Elle est sortie. Elle a levé les yeux vers mon appartement, comme si elle savait que j'étais là, à la regarder. Elle est entrée dans l'immeuble. Elle a sonné. Je n'ai pas ouvert. Elle a sonné encore, frappé. « Maman, je sais que tu es là. S'il te plaît. » Sa voix était fatiguée, pas suppliante, juste fatiguée. « On va signer le contrat, d'accord ? On n'a pas le choix. On va payer le loyer. » J'ai fermé les yeux. « Mais je veux que tu saches que ce n'est pas juste. Ce que tu fais, ce n'est pas juste. Pas juste. » Elle pensait encore que c'était moi qui étais injuste. « On va payer. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais ne crois pas que ça efface ce que tu nous fais. Ne crois pas que je vais oublier. » Elle est restée là encore quelques secondes. Puis, elle est partie. J'ai regardé sa voiture s'éloigner. Et j'ai compris. Elle allait payer le loyer. Mais pas parce qu'elle comprenait. Pas parce qu'elle regrettait. Juste parce qu'elle n'avait pas le choix. Et c'était suffisant. Parce que parfois, on ne peut pas forcer les gens à comprendre. On ne peut pas forcer les gens à changer. Tout ce qu'on peut faire, c'est poser des limites. Et les tenir. Le 24 janvier, Maître Roussel m'a appelé. « Madame Charpentras,
Votre fille a signé le contrat de location. Le premier versement sera effectué le 1er février. Merci. Comment vous sentez-vous? En paix. C'est bien. C'est tout ce qui compte. Ce soir-là, je me suis préparé un vrai dîner. Pas des pâtes, pas de la soupe. Un vrai repas. Avec du saumon, des légumes rôtis, un verre de vin blanc. Je me suis installé à table, seule, et j'ai savouré chaque bouchée. Parce que ce repas, je l'avais payé avec mon argent à moi, pas l'argent que je devais mettre de côté pour Héloïse. Mon argent, ma vie, ma dignité, et ça n'avait pas de prix. Les mois ont passé, février, mars, avril, mai. Le printemps est arrivé sur Paris avec ses cerisiers en fleurs, ses terrasses qui se remplissaient, ses journées qui s'allongeaient. Et moi, je vivais. Pour la première fois depuis des années, je vivais vraiment. Chaque premier du mois, je recevais un virement de 1800 €. Le loyer d'Héloïse. Pas de message d'accompagnement. Pas de nouvelles. Juste l'argent. Au début, je regardais ces virements avec un pincement au cœur, parce qu'ils représentaient quelque chose de cassé. Une relation brisée. Mais avec le temps, j'ai appris à les voir différemment. Ils représentaient mon respect pour moi-même. Ma dignité retrouvée. Le 15 février, j'ai utilisé cet argent pour m'offrir un week-end en Normandie. Toute seule. J'ai marché sur les plages du débarquement, j'ai visité le Mont Saint-Michel, j'ai dormi dans un petit hôtel avec vue sur la mer, et j'ai respiré, profondément, librement. En mars, j'ai commencé à suivre des cours de peinture aquarelle. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais osé. Pourquoi dépenser de l'argent pour ça? Me disais-je toujours. Il y a des choses plus importantes. Mais maintenant, je comprenais. Il n'y avait rien de plus important que de nourrir son âme. En avril, Christine m'a invité à une exposition au musée d'Orsay. Nous avons passé l'après-midi à admirer les impressionnistes. Puis, nous avons bu du thé dans un salon près de l'opéra. « Tu rayonnes », m'a-t-elle dit. « C'est incroyable, la transformation. » Je me suis retrouvée, ai-je répondu simplement. Ma vie s'était reconstruite, doucement, pierre par pierre. Pas une vie extraordinaire, pas une vie de luxe, juste une vie à moi. Pendant ce temps, je n'avais aucune nouvelle d'Héloïse. Pas d'appel, pas de message, rien. Juste les virements mensuels, froids, impersonnels. Ma sœur Sylvie m'appelait de temps en temps pour me donner des nouvelles. « Héloïse va bien », me disait-elle avec précaution. Enfin, je crois. Elle ne parle plus beaucoup. Et le loyer? Il paie. Mais apparemment, c'est tendu financièrement. Julien a dû réduire certaines dépenses. C'est bien. Ils apprennent à gérer un budget. Tu es vraiment sûre de toi, Noémie? Tu ne regrettes pas? Non, jamais. Et c'était vrai. Je ne regrettais rien. Fin avril, quelque chose s'est passé. Ma sœur m'a appelée, sa voix inquiète. Noémie, tu as entendu pour Héloïse? Mon cœur s'est serré. Quoi? Il lui est arrivé quelque chose? Non, rien de grave. Enfin, ça dépend comment on voit les choses. Elle a été licenciée. Licenciée? Oui. Son agence de marketing a fait des restructurations. Elle faisait partie des départs. J'ai fermé les yeux. Quand? Il y a 2 semaines. Elle ne voulait le dire à personne. Mais j'ai fini par l'apprendre par Julien. Comment elle va? Pas bien. Apparemment, elle cherche du travail, mais c'est compliqué. Le marché est difficile en ce moment. Et financièrement, c'est tendu, très tendu. Sans son salaire, il n'arrive plus à joindre les 2 bouts. Julien gagne bien sa vie, mais avec le loyer à payer maintenant, plus toutes les autres charges, ma sœur a hésité. Noémie, je sais que ce n'est pas mes affaires, mais tu ne voudrais pas... Enfin, peut-être que tu pourrais l'aider, juste temporairement, le temps qu'elle retrouve du travail. Non, Sylvie, mais c'est ta fille? Justement, c'est ma fille, une adulte de 32 ans. Elle doit apprendre à gérer les difficultés, comme je l'ai fait à son âge. Tu avais un bébé à élever toute seule? Et elle a un mari, elle n'est pas seule. Sylvie a soupiré. Tu es dure. Non, je suis réaliste. Si je l'aide maintenant, elle n'apprendra jamais. Elle pensera toujours que maman sera là pour rattraper les chutes. Et si elle tombe vraiment? Elle ne tombera pas. Elle est jeune, éduquée, intelligente, elle va se relever. Ma sœur n'a rien ajouté. Mais après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps, mon téléphone à la main. Héloïse avait perdu son travail. Une partie de moi, cette partie maternelle qui ne meurt jamais vraiment, voulait l'appeler, lui demander comment elle allait, lui proposer de l'aide. Mais je ne pouvais pas, parce que si je le faisais,
tout recommencerait. Elle apprendrait que maman sera toujours là, qu'elle peut me traiter comme elle veut, me blesser comme elle veut, et maman reviendra toujours. Non. Il fallait qu'elle comprenne que les actions ont des conséquences, que le respect ne se négocie pas, que l'amour maternel n'est pas une permission pour tout prendre sans jamais rien donner. Le 1er mai est arrivé, jour du virement mensuel. À 10h du matin, j'ai vérifié mon compte. Rien. Pas de virement. J'ai attendu midi, puis 14h, puis 16h. Toujours rien. À 17h, j'ai appelé Maître Roussel. Le loyer n'a pas été versé. Je vais envoyer une mise en demeure. Attendez. Attendez? Oui. Donnez-leur encore quelques jours. Madame Charpentras, le contrat est clair. Le loyer doit être versé le 1er du mois. Je sais. Mais laissez-leur une semaine. Il a soupiré. Comme vous voulez. Le 3 mai, toujours rien. Le 5 mai, mon téléphone a sonné. Héloïse. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Allô? Maman. Sa voix était différente, brisée, fatiguée. Bonjour, Héloïse. Je t'appelle pour le loyer. On ne peut pas le payer ce mois-ci. Pourquoi? Tu sais pourquoi. Tu dois savoir. Sylvie a dû te dire. Elle m'a dit que tu avais perdu ton travail. Oui. Je suis désolée. Silence. Tu es désolée? C'est tout? Que veux-tu que je dise d'autre? Tu pourrais nous aider? Non. Maman, on n'a plus d'argent. On arrive à peine à payer les courses. Julien paie toutes les charges, mais avec son salaire seul, on ne peut pas tout couvrir. Vous allez devoir faire des choix. Quel choix? On a déjà tout réduit. On ne sort plus, on ne part plus en week-end, on mange des pâtes. Des pâtes. Comme moi pendant 2 ans. Bienvenue dans la vraie vie, Héloïse. Tu es cruelle. Non, je suis juste. Donc tu ne vas rien faire? Tu vas nous laisser nous débrouiller? Oui. Et si on ne peut pas payer le loyer? Alors vous devrez partir. Elle a éclaté en sanglots. Je ne te reconnais plus. Tu n'es plus ma mère. Ces mots auraient dû me blesser. Mais ils ne l'ont pas fait. Je suis toujours ta mère, Héloïse. Mais je ne suis plus ton porte-monnaie. Je te déteste. Tu as le droit. Elle a raccroché. J'ai posé mon téléphone. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne se serrait pas. J'étais calme. Parce que j'avais fait ce qu'il fallait. Le 10 mai, toujours pas de loyer. Le 12 mai, Maître Roussel a envoyé la mise en demeure. Le 15 mai, j'ai reçu un appel de Julien. Noémie, il faut qu'on parle. Je t'écoute. On ne peut pas payer le loyer ce mois-ci. Ni le mois prochain, probablement. Héloïse n'a pas retrouvé de travail. Les entretiens ne donnent rien. Le marché est catastrophique. Je comprends. Donc vous comprenez qu'on a besoin d'un délai. Non. Non? Le contrat est clair. Pas de loyer. Vous partez. Vous êtes sérieuse? Vous allez expulser votre propre fille? Je ne vous expulse pas. Je vous demande de respecter un contrat que vous avez signé. C'est inhumain. Non, c'est la vie. Tous les locataires du monde perdent leur loyer. Pourquoi seriez-vous différent? Parce qu'Héloïse est votre fille. Et alors, ça lui donne le droit de vivre gratuitement, de me manquer de respect, de me traiter d'inutile? Il n'a rien répondu. Julien, j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie. J'ai élevé Héloïse seule. J'ai travaillé dur. J'ai survécu. Et je ne suis pas morte. Héloïse survivra aussi. Vous ne savez pas ce qu'elle traverse. Si, je sais exactement. Parce que je l'ai vécu. En pire. Donc, c'est votre vengeance? La faire souffrir comme vous avez souffert? Non, c'est mon enseignement. Lui apprendre ce que la vie m'a appris. Que rien n'est gratuit. Que tout se mérite. Elle pleure tous les soirs. Ces mots m'ont touchée. Mais je suis restée ferme. Alors peut-être qu'elle comprendra enfin ce que j'ai ressenti pendant 32 ans. Vous êtes une mère indigne. Peut-être, mais au moins, je suis une femme digne. Il a raccroché. Le 20 mai, j'ai reçu un message d'Héloïse. On part. On a trouvé un appartement dans le 19e. Beaucoup plus petit. Beaucoup moins cher. On emménage la semaine prochaine. J'espère que tu es contente. Tu as gagné. J'ai lu ce message plusieurs fois. Tu as gagné. Non, je n'avais pas gagné. Personne n'avait gagné. Mais au moins, j'avais conservé quelque chose de précieux. Mon respect pour moi-même. Le 27 mai, ma sœur m'a appelé. Héloïse a déménagé. Je sais. Tu aurais dû voir leur appartement, Noémie. C'est minuscule. 40 mètres carrés. Un quartier bruyant. Loin de tout. C'est un début. Un début? Elle vivait dans une maison magnifique. Une maison qui n'était pas la sienne. Tu es vraiment sans cœur.
Non, Sylvie. J'ai un cœur. Mais maintenant, il bat pour moi aussi, pas seulement pour les autres. Juin est arrivé. Et avec juin, quelque chose d'inattendu. Un après-midi, alors que je marchais dans le Luxembourg, j'ai croisé Brigitte, la mère de Julien. La femme parfaite, la femme accomplie. Elle était assise sur un banc, seule, regardant les enfants jouer près du bassin. Nos regards se sont croisés. Elle m'a reconnue. « Noémie ? Bonjour, Brigitte. Je peux m'asseoir ?» J'ai hésité. Puis j'ai fait signe que oui. Elle s'est assise à côté de moi. Nous sommes restées silencieuses un moment. Puis elle a parlé. Julien m'a raconté ce qui s'est passé. Ah, il est furieux contre vous. Héloïse aussi. Je sais. Moi, je voulais vous dire que je comprends. J'ai tourné la tête vers elle, surprise. Elle regardait toujours les enfants. J'ai entendu ce qu'Héloïse vous a dit ce soir de Noël. J'étais là. Et je n'ai rien dit. Je suis désolée. Je n'ai rien répondu. Elle vous a comparé à moi. Comme si j'étais mieux que vous. Comme si ma réussite valait plus que la vôtre. C'est ce qu'elle pense. Non, elle a tort. J'ai regardé Brigitte. Vraiment regardé pour la première fois. Elle était élégante, comme toujours, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une tristesse, une solitude. Vous savez, a-t-elle continué, j'ai 3 cabinets, une belle maison, de l'argent, du succès. Mais vous savez ce que je n'ai pas ? J'ai attendu. Du temps, des souvenirs, une vraie relation avec mon fils. Elle a souri tristement. J'ai travaillé tellement dur pour construire ma carrière que j'ai raté son enfance. Je n'étais jamais là. C'était toujours les nounous, les grands-parents, les internats. Julien a l'air de bien aller. En apparence, oui, mais il est froid, distant. Nous nous voyons 3 fois par an. À Noël, à son anniversaire, au mien. C'est tout. Elle m'a regardé. Vous avez donné votre temps, votre présence, votre vie. C'est infiniment plus précieux que ce que j'ai donné. Héloïse ne le voit pas ainsi, parce qu'elle est aveuglée par l'apparence, par l'argent, par le statut. Mais un jour, elle comprendra. Peut-être, peut-être pas. Elle comprendra. Brigitte a posé sa main sur la mienne, parce que la vie finit toujours par nous apprendre ce qui compte vraiment. Nous sommes restées assises là encore quelques minutes, en silence, puis elle s'est levée. Prenez soin de vous, Noémie. Vous avez fait ce qu'il fallait. Elle est partie. Et je suis restée là, sur ce banc, regardant les enfants jouer. Et j'ai compris quelque chose. La justice n'est pas toujours immédiate. Parfois, elle prend du temps. Héloïse avait tout perdu. Sa maison, son confort, son sentiment de sécurité. Pas parce que je l'avais punie, mais parce que la vie lui avait montré ce que c'était de devoir se battre. Et peut-être, un jour, elle comprendrait. Peut-être qu'un jour, elle regarderait en arrière et verrait tout ce que j'avais fait. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais au moins, moi, j'étais en paix. Parce que j'avais fait ce qu'il fallait faire. Je m'étais respectée. Et ça, personne ne pourrait me le retirer. L'été est arrivé sur Paris. Juillet 2026. 7 mois depuis ce soir de Noël où tout avait basculé. 7 mois depuis que j'avais décidé de me respecter. Les journées étaient longues et chaudes. Les Parisiens désertaient la ville pour les vacances. Moi, je restais. Mais cette fois, c'était par choix, pas par obligation. J'avais pris l'habitude de me promener tous les matins dans le Luxembourg. J'emportais un livre, un thermos de café, et je m'installais sur un banc à l'ombre des marronniers. C'était là, dans ce parc que j'avais traversé des milliers de fois quand Héloïse était petite, que je réfléchissais à tout ce qui s'était passé. Les gens me demandaient souvent « Tu regrettes ?» Ma sœur, Christine, mes anciennes collègues, et chaque fois, je répondais la même chose. Non, jamais, parce que c'était vrai. Je ne regrettais pas d'avoir posé des limites, je ne regrettais pas d'avoir exigé du respect, je ne regrettais pas de m'être choisie, enfin, mais cela ne voulait pas dire que mon cœur n'avait pas mal. Parce qu'une mère ne cesse jamais d'aimer, même quand l'amour fait mal, même quand l'amour n'est pas rendu comme on le voudrait. Le 15 juillet, j'ai eu 61 ans. 1 an de plus que lors de ce fatidique soir de Noël. Christine m'a invité à dîner dans un petit restaurant italien du 5e arrondissement. Nous avons ri, bu du vin, parlé de tout et de rien. « Tu vas prendre ta retraite bientôt ?» m'a-t-elle demandé. « Dans quelques années. J'ai encore le temps. Et tu feras quoi ? Je voyagerai. Je verrai toutes ces choses que je n'ai jamais eu le temps de voir. L'Italie, la Grèce, peut-être le Japon. Toute seule ? Pourquoi pas ? J'ai été seule toute ma vie. Au moins maintenant, je le choisis.
Elle a souri. Tu es incroyable, Noémie. Non, je suis juste une femme qui a appris à ne plus s'oublier. Le 20 juillet, j'ai reçu un message inattendu. De Brigitte. Bonjour Noémie. J'espère que vous allez bien. J'organise un déjeuner le 28 juillet chez moi. J'aimerais beaucoup que vous veniez. Juste nous deux. Pas de famille. Pas de complications. Juste deux femmes qui ont beaucoup construit. Dites-moi si vous êtes disponible. J'ai lu ce message plusieurs fois. Pourquoi Brigitte voulait-elle me voir? Après notre conversation au Luxembourg, nous ne nous étions plus revus. Juste quelques messages polis de temps en temps. Mais un déjeuner? Chez elle? J'ai hésité. Puis j'ai répondu « Avec plaisir. Merci pour l'invitation ». Le 28 juillet, je me suis rendue chez Brigitte. Elle vivait dans un hôtel particulier du 7e arrondissement. Une adresse prestigieuse, un jardin privé, tout ce qui symbolise la réussite parisienne. Elle m'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Noémie, entrez, je suis si contente que vous ayez accepté. » Nous nous sommes installés dans son jardin, sous une tonnelle couverte de glycine. Une table était dressée avec des assiettes en porcelaine, des verres en cristal. Tout était élégant, parfait. Exactement comme Héloïse l'avait toujours décrit. « C'est magnifique », ai-je dit sincèrement. « Merci, mais vous savez, une belle maison ne remplit pas les silences. Nous avons déjeuné. Des salades composées, du saumon fumé, des fruits frais. Brigitte cuisinait elle-même, malgré sa réussite. Je n'aime pas déléguer tout, m'a-t-elle expliqué. Cuisiner me rappelle que je suis humaine. Pas juste un titre, un cabinet, une image. Nous avons parlé de nos vies, de nos carrières, de nos sacrifices. Et petit à petit, j'ai découvert une Brigitte différente de celle que j'avais imaginée. Vous savez, m'a-t-elle dit en sirotant son thé, Héloïse m'a toujours admirée. Julien me l'a dit. Elle me voyait comme un modèle de réussite. C'est ce qu'elle disait toujours. Mais elle ne voyait que l'extérieur. La carrière, l'argent, le statut. Brigitte a posé sa tasse. Elle ne voyait pas les nuits blanches, les choix déchirants. Les anniversaires de Julien que j'ai manqués parce que j'avais une urgence. Les récitals où je n'étais pas là. Les vacances qu'il passait chez ses grands-parents parce que je travaillais. Elle a regardé son jardin parfait. Elle ne voyait pas la solitude. Parce que oui, Noémie, on peut avoir tout ça et être profondément seul. Julien est là. Physiquement, oui. Émotionnellement, je ne sais pas. Nous sommes polis, cordiaux. Mais il n'y a pas de vraie intimité, pas de vraie connexion. Parce que je n'ai pas pris le temps de la construire quand il était petit. Il pourrait encore. Non, c'est trop tard. Les relations se construisent dans l'enfance. Après, on fait au mieux. Mais ce qui est perdu est perdu. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Vous avez construit quelque chose avec Héloïse. Même si c'est cassé maintenant, il y a eu quelque chose. Un lien, des souvenirs, de l'amour. Un amour à sens unique apparemment. Peut-être. Ou peut-être qu'elle est juste aveugle pour l'instant. Comment savez-vous qu'elle ne restera pas aveugle? Brigitte a souri tristement. Parce que la vie nous ouvre les yeux. Tôt ou tard. Souvent trop tard. Elle a marqué une pause. Julien m'a parlé de leur situation. L'appartement dans le 19e. Les difficultés financières. Héloïse qui cherche encore du travail. Je sais. Il m'a demandé de l'aide. Mon cœur s'est serré. Et vous avez accepté? Non. Je l'ai regardé, surprise. J'ai refusé. Parce que j'ai compris quelque chose en vous observant, en voyant votre courage. Mon courage? Oui. Le courage de lâcher prise, de laisser votre enfant tomber pour qu'elle apprenne à se relever. C'est la chose la plus difficile qu'une mère puisse faire. Elle a pris ma main. Moi, je n'ai jamais su faire ça. J'ai toujours acheté l'amour de Julien avec de l'argent, parce que je me sentais coupable de ne pas avoir été là. Alors, je compensais. Toujours. Et maintenant? Maintenant, je comprends que ce n'était pas de l'amour. C'était de la culpabilité déguisée en générosité. Nous sommes restés silencieuses un moment. Héloïse m'en veut toujours? Ai-je fini par demander. Je ne sais pas. Julien ne parle plus beaucoup d'elle, mais je pense qu'elle souffre. Bien. Brigitte a souri. Vous êtes dure. Non, je suis réaliste. La souffrance enseigne, le confort endort. Vous avez raison. Nous avons fini notre déjeuner. Puis Brigitte m'a raccompagnée à la porte. Merci d'être venue, Noémie. Vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui. Quoi donc? Que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on refuse de perdre. Et vous avez refusé de perdre votre dignité. Je suis rentrée chez moi ce jour-là avec un sentiment étrange.
Pas de joie, pas de tristesse. Juste une certitude profonde que j'avais fait ce qu'il fallait. Août est arrivé. Paris était désert, silencieux, presque irréel. J'en ai profité pour marcher dans des quartiers que je n'avais jamais pris le temps d'explorer. Belleville, Butte aux Cailles, canal de l'Ours-Quai. Un après-midi, alors que je marchais le long du canal Saint-Martin, je me suis arrêté devant une librairie. Dans la vitrine, un livre, un titre qui m'a interpellé, L'art de lâcher prise. Quand aimer, c'est libérer. Je suis entré, j'ai acheté le livre. Et ce soir-là, assise dans mon appartement, je l'ai lu d'une traite. Il parlait de ces relations toxiques où l'amour devient prison, de ces parents qui donnent tout jusqu'à s'oublier, de ces enfants qui prennent sans voir. Et il disait quelque chose qui m'a bouleversée. Lâcher prise ne signifie pas ne plus aimer. Cela signifie aimer différemment, aimer de loin, aimer avec des limites, aimer tout en se respectant. C'était exactement ce que j'avais fait. Je n'avais pas cessé d'aimer Héloïse. Je l'aimerais toujours. Elle était ma fille, mon sang, ma chair, mais je ne pouvais plus l'aimer au détriment de moi-même. Le 20 août, tard dans la soirée, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai décroché. Allô? Madame Charpentras? Une voix de femme. Jeune, professionnelle. Oui, c'est moi. Je m'appelle Sophie Martel. Je suis la responsable RH d'une entreprise de communication digitale. Votre fille, Héloïse Moreau, a postulé chez nous. Elle vous a mise comme référence professionnelle. Mon cœur s'est arrêté. Héloïse m'avait mise comme référence. Oui, Héloïse est ma fille. Pouvez-vous me parler d'elle? De son sérieux? De sa capacité de travail? J'aurais pu dire non. J'aurais pu dire qu'elle était irresponsable, ingrate, qu'elle ne méritait pas cette chance. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que malgré tout, malgré la douleur, malgré la déception, je voulais qu'elle réussisse. Je voulais qu'elle trouve sa voie, qu'elle comprenne, qu'elle grandisse. Héloïse est intelligente, travailleuse et ambitieuse, ai-je dit calmement. Elle a traversé des moments difficiles ces derniers mois, mais je pense que cela l'a rendue plus forte, plus mature. Pensez-vous qu'elle serait un bon élément pour notre équipe? Oui, je le pense. Merci beaucoup, Madame Charpentras. Vos mots comptent beaucoup. De rien. J'ai raccroché. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de regret. J'ai pleuré parce que j'avais compris quelque chose de fondamental. Aimer, ce n'est pas tout donner. Aimer, ce n'est pas tout accepter. Aimer, c'est vouloir le meilleur pour l'autre, même quand ça fait mal, même quand ça coûte. Et parfois, le meilleur, c'est de laisser l'autre apprendre, tomber, se relever. 2 semaines plus tard, le 3 septembre, j'ai reçu un message d'Héloïse. Maman, j'ai trouvé du travail, je commence lundi. Merci d'avoir parlé à la RH. Julien m'a dit qu'elle t'avait appelé. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais merci. J'ai lu ce message 10 fois. Pas « je t'aime », pas « je suis désolée », pas « tu me manques ». Juste « merci ». Mais c'était un début, un tout petit début. J'ai répondu « Félicitations ma chérie, je suis heureuse pour toi ». Elle n'a pas répondu, mais ça allait. Parce que je savais maintenant que certaines relations se reconstruisent lentement. Pas en un jour, pas en une conversation, mais peut-être avec le temps. Peut-être. Septembre a laissé place à octobre, puis novembre. Novembre 2026. Presque 1 an depuis ce soir de Noël. Les feuilles tombaient sur Paris. Les jours raccourcissaient. L'hiver approchait. Un matin, alors que je prenais mon café près de la fenêtre, j'ai repensé à tout ce chemin parcouru. 1 an plus tôt, j'étais une femme brisée. Une femme qui se sacrifiait sans être vue. Une femme qui croyait que l'amour suffisait. Aujourd'hui, j'étais une femme debout. Une femme qui savait dire non. Une femme qui s'aimait enfin. Est-ce que j'aurais voulu que les choses soient différentes? Oui. Est-ce que j'aurais voulu qu'Héloïse me voie plus tôt? Oui. Est-ce que je regrettais mes décisions? Non. Parce que parfois, il faut casser pour reconstruire. Parfois, il faut perdre pour retrouver. Et parfois, il faut lâcher prise pour vraiment aimer. Le 20 novembre, j'ai reçu une carte postale de Normandie. Au dos, une écriture que je connaissais par cœur. Maman, je suis venue ici pour réfléchir, pour respirer, pour comprendre. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Je ne sais même pas si je me pardonnerai moi-même.
Mais je voulais te dire quelque chose. Tu avais raison. Surtout, je ne l'ai pas vu pendant des années. Je ne l'ai pas voulu voir. Mais maintenant que j'ai dû me battre, économiser, renoncer, j'ai compris. J'ai compris ce que tu as fait pour moi, toute ta vie. Et je suis désolée, tellement désolée. Je ne te demande pas de revenir, je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison et que je t'aime, même si je ne l'ai pas montré, même si je t'ai blessée. Je t'aime, Héloïse. J'ai lu cette carte 10 fois, 20 fois, 100 fois. Les larmes coulaient sur mes joues sans que je puisse les arrêter. Pas des larmes de tristesse, des larmes de libération. Parce qu'elle avait compris. Enfin, je ne lui ai pas répondu tout de suite. Pas parce que je voulais la punir, mais parce que j'avais besoin de réfléchir à ce que je voulais, à ce dont j'avais besoin. 3 jours plus tard, je lui ai envoyé une carte à mon tour. Ma chérie, merci pour ton message. Il m'a touché plus que tu ne peux l'imaginer. Mais je veux que tu saches quelque chose d'important. Je ne t'ai pas fait tout ça pour que tu comprennes. Je l'ai fait pour moi, pour me respecter, pour me choisir. Que tu comprennes ou non, j'ai fait ce qu'il fallait. Et maintenant, je vais bien. Je vis. Pour moi. Si un jour tu veux qu'on se revoie, qu'on parle, je serai là. Mais pas comme avant. Plus jamais comme avant. Parce que je t'aime, ma fille. Mais je m'aime aussi. Et les deux peuvent coexister. Maman. Décembre est arrivé. 1 an depuis ce fameux soir de Noël. Je n'ai pas organisé de réveillon cette année. Je n'ai pas invité de famille. J'ai passé Noël seule, volontairement, paisiblement. J'ai cuisiné un petit repas pour moi. J'ai allumé des bougies. J'ai écouté de la musique. Et j'ai levé mon verre. À moi, à ma vie, à mon courage. Et peut-être, un jour, à une réconciliation. Mais pour l'instant, j'étais bien. J'étais complète. Parce que j'avais compris la plus grande leçon de ma vie. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous voir. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer comme on le voudrait. Mais on peut se voir soi-même. On peut s'aimer soi-même. Et parfois, c'est suffisant. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à poser des limites, à se respecter enfin, alors tout cela aura eu un sens. Parce que le plus grand cadeau qu'on puisse se faire, ce n'est pas d'être aimé par les autres, c'est de s'aimer soi-même. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.